Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Sega Goundiam, chercheur et consultant en management, Raphaël Elono, écrivain, Jean-François Kondikombe, éditorialiste d'Africa 24. Place à notre Zoom Société consacrée aujourd'hui à l'insécurité au Nord Mali. Et ce sont des populations entières qui sont désemparées. En effet, malgré l'accord de paix de 2015, la situation sécuritaire et humanitaire dans le nord, mais aussi le centre du Mali reste très préoccupante. Les attaques terroristes se sont multipliées ces dernières semaines, comme ce fut le cas à la mi-février entre Gao et Ménaka. Et sur place, les habitants craignent la survenue d'attaques à tout instant. Le récit d'Ibrahima Djoumaba. Dans cette région agropastorale du Nord Mali, les populations ne dorment plus dans la quiétude. Elles font face à la recrudescence des attaques terroristes. Dans ce village distant de la ville de Ménaka de 80 km, les habitants vivent dans la peur depuis plusieurs mois, étant confrontés aux terroristes. Ici, certains de leurs proches ont été tués et d'autres enlevés par les insurgés. Ils sont venus et ont pris de force mon mari, puis l'ont accusé d'être un voleur. Quand ils le prenaient, je le retenais pour qu'il ne parte pas. Alors, ils ont pointé leurs armes sur moi et m'ont menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. Ils sont venus ici et ont tout pris, la voiture et les vêtements, ils n'ont rien laissé. Ils ont tué 3 personnes puis sont allés à l'épicerie. Ils ont cassé et tout vandalisé et ont volé toutes les marchandises et de l'argent et sont partis. À l'absence des forces de défense et de sécurité maliennes, les militants touaregs du mouvement pour le salut de l'Azawad, un mouvement politique et militaire, s'interposent pour protéger la population civile. Les membres de ce mouvement effectuent des patrouilles dans les zones reculées de Ménaka vers la frontière avec le Niger. Parce que les pauvres qui viennent dans les villages, qui pillent des boutiques, qui assassinent des civils, qui prennent des pauvres populations en otage, et ne sont que des simples bandits et des mafias, c'est la raison pour laquelle nous sommes à leur poursuite et on les traque. Au cours des derniers mois, les groupes armés affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda ont multiplié leurs attaques contre les civils, l'armée malienne et les casques bleus au centre et à l'est du Mali. 6 soldats maliens ont été tués près de la ville de Djoura le 27 février. Donc des années d'une guerre qui s'est véritablement enquistée dans le paysage du Nord Mali. Ce sont des populations véritablement livrées, totalement livrées aux groupes armés, Sega Goundiam. Totalement livrées aux groupes armés. L'un des points clés de l'accord d'Alger, c'était la démobilisation des troupes. Ce qui est loin, ça n'a même pas commencé. Donc tous ces groupes, il y en a une multitude, de différentes obédiences. Tous ces gens-là sont armés et tous ces gens circulent dans la même ville, armés. Mais quand on veut comprendre la crise au Nord Mali, il ne faut pas se poser la question en termes politiques. Il faut se poser la question en 2 termes. Les trafics. La clé, ce sont les trafics. Et derrière, le recrutement est possible parce que les gens sont très pauvres. On y revient. Pour presque rien, les gens sont prêts à aller risquer leur vie. Alors, il y a 2 options. Il y a ceux qui font du trafic. Ménaka, vous avez parlé de Ménaka. Ménaka, c'est la typologie même. Ménaka est un peu plus au nord, vers la Difora, parce que c'est un chemin. Ces gens-là font du trafic de drogue. Tout le monde a entendu parler de cocaïne. Ils font du trafic de drogue, ils font du trafic de cigarettes via l'Algérie, où il y a pas mal de gens impliqués. Ils font du trafic d'êtres humains. Ils font du trafic de toutes sortes. Et donc, il y a des bastions qui se sont créés. Et certaines oppositions entre groupes dits rebelles, c'est justement pour contrôler ces trafics et ces chemins. Et le MSA est à Ménaka, essaie de contrôler parce que entre Ménaka et la frontière nigérienne, il y a un passage. Et ce passage est aujourd'hui contrôlé par les troupes de Iyad Agali, qui a fait le coup à Ouaga. Et donc il y a des guerres de positionnement. Gao, c'est un peu différent. Gao, c'est parce que il y a des groupes armés, et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'était le 21 février de mémoire, au 21 février, il y a eu l'enlèvement de deux personnes, 2 Arabes. Un des 2 a été retrouvé mort. Les Arabes qui sont également armés parce que c'est facile, ils se sont dit mais l'État va faire quelque chose, mais il n'y a pas d'État.
Et comme les autorités n'ont pas bougé, ils ont décidé de se venger. Donc ils se sont attaqués au Songhai. Et on est parti dans une guerre ethnique qui n'a pas lieu d'être. Alors, sur place, on sait qu'il y a la présence des casques bleus de l'ONU. On a aussi l'opération française Barkhane, mais aussi une opération des forces maliennes. Jean-François, il y a une véritable impuissance de ces forces sur le terrain. Il y a toutes les forces, en tout cas il y a tous les dispositifs que vous avez évoqués, dont je ne dirais pas qu'il s'agit vraiment de forces, parce qu'ils ne font peur à personne, la preuve. Moi, ce que je retiens en revenant à l'accord d'Alger, parce que c'est de là que tout part, en revenant à l'accord d'Alger, nous avions dit autour de cette table, j'avais dit en particulier, j'avais regretté, premièrement, que le désarmement n'ait pas été un préalable pour négocier. Et que même sans avoir désarmé, on peut prévoir un dispositif avec un agenda, un calendrier pour le désarmement et des conditions pour participer au processus de paix. Et puis le deuxième regret, c'était qu'il n'y ait pas les victimes. Les victimes sont toujours les populations, en tout cas. Les populations civiles ne sont jamais présentes dans ces discussions, dans ces négociations, alors que c'est leur sort qui se joue. C'est leur sort qui se joue. Et le résultat, c'est que les négociations, tout le monde s'est félicité qu'il y ait eu des négociations, qu'il y ait eu un accord. En attendant, il n'y a pas eu désarmement. En revanche, de ce point de vue-là, rien n'a changé. De l'autre côté, l'État malien a décidé de se transformer jusqu'à réviser sa constitution et réviser la structure territoriale, jusqu'à reconnaître que l'Azawad est une composante du peuple malien, c'est-à-dire une sorte de dédoublement du peuple malien. De ce côté-là, ils ont eu gain de cause. Les groupes armés ont eu gain de cause. Toutes leurs revendications ont été satisfaites, sauf celles de régionalisation et de fédéralisme ou de sécession, mais nous sommes sur la voie. C'est eux qui contrôlent. C'est, comme vous l'aviez dit très justement tout à l'heure, c'est eux qui contrôlent cette zone-là. Et je pense que, pour revenir à votre question, quand on n'a pas pris la bonne et juste mesure du phénomène, on ne peut pas le combattre. Quand on a décidé de considérer que des groupes armés doivent être traités à l'égal de l'État malien, on ne peut que les promouvoir sur le terrain. Et on arrive à des résultats où ce sont les pauvres populations qui souffrent. Je dis cela pour le Mali, mais ça vaut pour tant de théâtres africains, parce qu'on a une sorte d'idéologie de sortie de crise impulsée sur notre continent, y compris à partir de l'extérieur, qui font que ce qui est terrorisme ici en Occident et qu'on combat avec la plus grande fermeté, chez nous, on va appeler ça une revendication politique et on va obliger à se mettre autour de la table. Raphaël Elono. Oui, c'est pathétique, ils ont presque tout dit. Hein. Vous savez, l'Afrique est cernée par tous ces problèmes-là. Et moi, je me pose toujours la question, comme au début de l'émission, à qui profite donc ce crime-là? C'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Parce que je ne comprends pas que des gens sont là, ils s'imposent dans un territoire. Et c'est ça aussi l'une des faiblesses de l'Afrique. Puisque pour se défendre, lorsqu'on appellera toujours les gens de l'extérieur pour venir nous défendre, ils ne le feront pas avec le même intérêt que si c'était leur population. D'ailleurs, il y a une légende qui court que vers les années 60, lors des indépendances, ils prenaient toujours quelqu'un qui n'était pas du territoire dont il devenait président, parce qu'on savait que lorsqu'il fallait faire le mal à la population, il sera sans sentiment. Et vous parlez des Nations Unies. Moi, je n'ai jamais vu ces gens-là faire la paix. Partout où ils vont, c'est la guerre. C'est la guerre. Et donc, voilà la pauvre dame qui dit qu'elle était incapable de sauver son mari. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école. On est en train de cultiver l'illettrisme. Et c'est des citoyens de demain qui seront abrutis, qui ne comprendront absolument rien. Quand on s'assoit autour de la table, on les oublie. Alors qu'ils ont leur mot à dire. Parce que c'est eux qui vivent charnellement cette situation-là. C'est eux qui le vivent au quotidien. Mais on s'assoit autour de la table avec des bonnes vestes et des jolies cravates. Et on a un verre de jus à côté. On est tranquille. Il fait chaud dehors, mais il y a la clim à l'intérieur du bureau. Et de là sort tout ce qu'on voit là aujourd'hui. Mais moi, ça
pour mon Afrique, ça me fait toujours pitié quand je vis ça, quand je vois ça, ça fait mal. Alors, Sega Goundiam, une réaction peut-être, parce que j'ai vu la vôtre lorsque j'ai posé la question sur les forces militaires à la fois nationales et internationales qui sont présentes sur le sol malien, notamment au nord et au centre du pays. Ce sont des agendas différents. Vous parliez des forces des Nations Unies, des forces internationales. Ce sont des gens qui gagnent beaucoup plus quand ils ont envoyé sur ce genre de théâtre que quand ils sont chez eux. Donc ce sont des mercenaires. Et leur capital, c'est leur vie. Ils ne vont pas mourir pour un autre pays. Non, parce que s'ils meurent, ils ne peuvent plus engranger l'argent qui fera vivre leur famille. Bien sûr. Ils ne se battront pas. Ils n'ont pas ce mandat. Donc, là, vous parlez des casques bleus. MINUSMA. Premier groupe, on peut segmenter. Okay. La MINUSMA, ils ne se battront pas. Ils n'ont pas le mandat. Et de toute façon, s'ils avaient le mandat, ils ne le feraient pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Ils ne vont pas mettre en jeu leur capital. On parlait d'investissement pour les femmes à RDC, c'est leur investissement, c'est leur capital. Les forces Barkhane, probablement les plus efficaces, mais avec un intérêt politique. La France a reçu le MNLA avant le déclenchement de la crise, en janvier 2012. C'était une première erreur? Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Elle s'est prolongée. La France a protégé Kidal. Quand ils ont fait envoyer Serval, qui avait les troupes, ils ont protégé. Quand le Premier ministre de l'époque, je n'étais pas d'accord avec son truc, mais enfin je le lui ai dit, est allé à Kidal, c'est la France qui a retourné la situation militairement. Ménaka, c'était le Gatia qui avait pris Ménaka militairement. Et le Gatia, c'est ce qu'on appelle les pro-Bamako, qui sont un mélange ethnique. C'est le Gatia qui a pris Ménaka. Qu'est-ce qui a fait sortir le Gatia par négociation et par pression? Le Gatia de Ménaka, officiellement c'est la MINUSMA qui leur a demandé de sortir et qui a fait rentrer la CMA, les rebelles. Mais en réalité, la MINUSMA ne peut rien faire. En réalité, la MINUSMA déclare les choses parce qu'il faut s'abriter derrière l'ONU, mais c'est la France qui met la pression. Ils ont fait sortir le Gatia. La CMA est rentrée dans Ménaka. La dame, son problème, c'est ça. Alors, vous avez parlé de l'ONU. Il y a un dernier élément, les troupes mixtes nationales. Alors, c'est la question que j'allais justement poser. Voilà, et là, on a un modèle qui est en train de se construire à partir du Mali et qui est plutôt inquiétant. Parce qu'il s'agit de mêler à l'armée régulière ceux qui étaient des rebelles, et là encore, sans considération pour les populations et les victimes qui vont les voir circuler et qui vont les voir en disant c'est ceux-là qui vont nous protéger. Par exemple, celui qui a arraché le mari, là, on le retrouve demain parmi les forces de protection. Vous imaginez un peu? Il y a un non-sens. Alors, il faut prendre juste un peu de temps pour expliquer ça. Il y a eu des accords précédents d'Alger en 2006. Ces accords d'Alger ont fait sortir les forces militaires maliennes des campagnes pour les cantonner dans quelques villes. Et la police, localement, en proximité, était assurée par des ex-rebelles. Déjà, à ce moment-là, on a intégré des rebelles dans l'armée. Et régulièrement, ces rebelles cassaient les bâtiments de munitions, retournaient leurs armes contre leurs camarades et prenaient et faisaient de la rébellion. Pourquoi? Parce que quand ils font la rébellion, quand ça dure 2-3 jours, on leur apporte une valise de billets. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc c'est devenu... Et dès que je commence à manquer un peu d'argent, il y a les trafiquants qui font du trafic qui gagnent de l'argent. Moi, je suis militaire, je suis ancien rebelle, je suis militaire, donc je manque un peu d'argent, je fais une rébellion et on me paye, on m'apporte une valise et puis je réintègre. Et puis le coup d'après, je recommence 6 mois après, je recommence 1 an après. Alors, pour en venir à ce que... Donc, les troupes étaient déjà sorties des villes. Aujourd'hui, il y a 2 difficultés. La première difficulté, c'est Barkhane, qui empêcherait... Le Gatia a failli prendre, a pris un EFIS, a failli prendre Kidal. Ils ont lancé un ultimatum via la MINUSMA, mais c'est Barkhane, parce que la MINUSMA ne sait rien faire. Ils ont lancé un ultimatum au Gatia pour lui demander de s'arrêter. Ils l'ont fait s'arrêter, ils leur ont enlevé les armes lourdes, et 2 jours ou 3 jours après, ils ont été attaqués par l'autre camp. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc ces forces, Barkhane joue un double jeu. La MINUSMA est impuissante. Et le deuxième problème pour l'armée malienne, c'est une guerre asymétrique, c'est très compliqué. Peut-être quel espoir vous avez par rapport à la force G5 Sahel? Est-ce que... Je pense que ce sera mieux que tout ce qu'on a aujourd'hui. Simplement parce qu'il y a au moins
3 pays qui ont intérêt à ce que ça fonctionne. Le Niger, le Mali évidemment, le Mali, le Niger, et maintenant le Burkina. Pas le Burkina d'avant, parce que Blaise avait pactisé avec eux. Ouais, exactement. Ça explique bien des choses. Et il y a un 4e pays qui serait moins impliqué naturellement, mais qui est très impliqué, c'est le Tchad. Ouais. Et je pense que si cette force est mise en place, et si, comme le souhaite la France sans le dire, cette force est censée se substituer à Barkhane, la MINUSMA c'est le paravent, à Barkhane sur le terrain, Barkhane servant que d'attaque stratégique, des machins comme ça, l'efficacité sur le terrain sera tout autre. Et il sera difficile de s'opposer à ces troupes-là quand elles voudront rentrer à Ménaka ou à Kidal, etc. Je pense que c'est probablement l'espoir, à condition, la clé de tout, je parlais de pauvreté, il n'y a pas que la pauvreté qui explique bien de nos mots, il y a la gouvernance. Raphaël Elono. Oui, il est temps que l'Afrique, d'ailleurs je l'ai dit dans mon livre, que tant qu'on ne bâtit pas une force militaire, la nôtre, capable de nous protéger nous-mêmes, on voit l'exemple avec la Chine. Vous voyez quand la Chine défile, elle met ses chars et tout, c'est un avertissement au monde entier. Elle leur dit, le jour que vous allez essayer, vous allez voir ce que vous allez voir. Et nous autres en Afrique, on est là toujours à appeler les autres, venez à notre secours. Non, il faudrait que l'Afrique s'entende, qu'on bâtisse une force militaire pour qu'on puisse protéger nos concitoyens. Et comme il parlait de la gouvernance aussi, qu'on essaye de changer ce mode de gouvernance-là, qui met les populations dans une précarité, qui fait qu'ils cèdent aux sirènes de toutes sortes qui arrivent. Parce que moi, je prends l'exemple, par exemple, moi, j'ai défilé à l'époque, je pouvais aller à l'est du Cameroun comme je voulais, et justement, l'est, c'est à côté de la Centrafrique. Maintenant, on ne peut plus s'y risquer, parce que moi, mon grand-père a travaillé à Ngoura, qui est à la frontière avec Baboua. Et quand ces rebelles centrafricains rentrent, ces bandits-là qui font des trafics, donc Ngoura, c'est une population qui est livrée à elle-même. Elle est coupée du reste du monde. Et il suffit de donner 1000 francs CFA, même 500, à un jeune homme, il va s'enrôler directement. Et après, on s'étonne qu'on a des foyers de guerre qui naissent un peu partout. Il faudrait changer ce mode de gouvernance. On sache que quand on dirige un peuple, il faut éviter que ce peuple souffre tel que les populations souffrent chez nous. Arrêter de récompenser le crime. Ouais, le crime. Crime en faisant des gouvernements soi-disant d'union nationale pour donner une récompense politique, en prenant les DDR, c'est-à-dire des pactoles pour le désarmement de gens qui ne désarment jamais, qui prennent l'argent mais qui ne désarment jamais. Bien sûr. C'est tout bénéfice. Nous avons des politiques publiques et des idéologies continentales qui ne font que inciter, soutenir ce type de mouvement. Il est temps qu'on revienne aux fondamentaux. Celui qui tue a commis un crime, il faut le juger, le condamner et exécuter la peine. Un dernier mot, Sega Goundiam. Un dernier mot. Il ne peut y avoir de démobilisation de réconciliation que s'il y a justice. Donc, non à l'impunité. 2 autres points, rapidement. La réforme constitutionnelle a été bloquée par les manifestations. Oui, je sais. La population, en particulier, sur le point de l'avasade et de la journalisation mal maîtrisée. Je sais. Mais tout dernier point... Pourquoi la démobilisation ne peut pas avoir lieu? Parce que c'est en fonction du nombre de gens qui viennent avec des armes pour être recyclés dans l'administration ou dans l'armée. Donc aujourd'hui, tout le jeu de chacun des groupes, c'est de distribuer le maximum d'armes de façon à trouver, c'est pour l'emploi. C'est pour l'emploi par les armes. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Sega Goundiam, je rappelle que vous êtes chercheur et consultant en management. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci également à vous, Raphaël Elono, écrivain. Je rappelle que vous êtes auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Je ne sais pas si on voit très clairement. Voilà. Jean-François Akanji-Combé, merci. Un grand merci à vous pour vos précisions. Merci. C'est moi qui vous remercie et je salue les uns et les autres. Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Très bonne soirée.